Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Frangins, je suis Nerdar, aussi appelé Nathan, en compagnie de Coloral, Salut Alexis. voilà, et de notre ami Hugo. Salut. Voilà, on vous fait cette petite vidéo pour vous dire que les règles du JDR Légende de Velt vont drastiquement changer, et nous allons utiliser les règles données par notre ami Hugo ici présent, qui va nous aider, entre guillemets, à vous expliquer tout ce boxon. On a aussi changé les tokens parce que ça faisait un peu tâche au milieu des autres. Absolument. Du coup, on a un nouveau token pour chacun des joueurs, hein, Voile, Edwen et... J'ai oublié le nom du mien. Toi, Uster. Ulter. Tout d'abord, nous avons fait une refonte au niveau des statistiques. Alors, la forme que ça prend, c'est que on a 205% à répartir dans 4 statistiques qui sont classiquement la force, la dextérité, le social et le mental. Et tout ceci, il va falloir le répartir d'une certaine manière. On ne peut pas mettre moins de 30%, on va mettre plus de 75%. Après, il faudra aussi réorganiser les points de vie. On aura 40 points à répartir en points de vie et en points de magie. Et c'est toujours bien de ne pas mettre tout dans l'un et rien dans l'autre. Voilà. J'oublie aussi les points de concentration parce qu'on va pas toujours jouer des mages. Par exemple, Wall n'est pas un mage. Lui, il n'aura pas de points de magie, il aura des points de concentration. Basiquement, c'est juste la même chose, c'est juste que ça porte notre nom. Voilà. Maintenant, Hugo, explique-nous les jets de dés. Alors parfaitement, nous sommes dans un jeu de rôle papier, alors évidemment il y aura des jets de dés. Et comme vous l'a très justement expliqué Nathan, il y aura 4 catégories. Et pour réussir un jet de dés, il faudra faire moins que la statistique que vous aurez dans la catégorie. Du coup, il y en a 4, force qui servira au maniement des armes, au corps à corps et pour la force brute, la dextérité qui sera l'agilité et l'habilité, donc l'habilité je précise parce que ça fait polémique, l'habilité c'est le savoir-faire et aussi le fait d'être dextre, habile, c'est bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que par exemple pour la cuisine, voilà, pour la cuisine ou l'artisanat, ce sera bien évidemment de la dextérité et pas du mental, puisque mental, c'est savoir et magie. Et donc, c'est pas un savoir-faire, c'est juste le savoir, la théorie. Ensuite, vous avez évidemment le social, qui sera votre rhétorique et votre prestance, votre sympathie, enfin, c'est un mot assez transparent, vous devriez savoir ce que ça veut dire. Et donc, pour réussir un jet, vous avez des pourcentages dans chaque catégorie, et vous devrez juste, en lançant votre dé de 100, faire moins que votre pourcentage. En gros, si vous avez 65% en force, vous devrez faire 65 ou moins pour réussir. Et maintenant, je laisse les échecs et les réussites critiques à Nathan. Puis vint la partie des échecs et réussites critiques, une partie délicieuse. Quand vous lancez votre dé 100 et que le résultat est compris entre 1 et 5, 1 et 5 compris, c'est une réussite critique. Le joueur aura donc le choix entre plusieurs effets. Il pourra en prendre 2. Il pourra soit faire les dégâts maximum ou les dégâts doublés quand il aurait fait une attaque. Il pourra gagner des points d'héroïsme qui seront expliqués plus tard. Il peut gagner un avantage que vous comprendrez ultérieurement. Il peut changer de posture une deuxième fois pendant ce tour. Suite à une esquive, il peut obtenir une deuxième esquive autorisée pendant ce tour. Et enfin, il peut avoir un effet qui vient de mon propre choix. Si par exemple, il essaie, je ne sais pas, d'assassiner quelqu'un, et qu'il fait une réussite critique, et qu'il me donne le choix d'un effet, je pourrais dire par exemple qu'il y arrive tellement bien que finalement, je ne sais pas, il décapite la tête, la montre à tous ses compères, et tous ses compères se rendent sur le moment. Ou toute autre chose du genre. Mais si par malheur, il lance son dé 100 et que le résultat compris entre 96 et 100 compris, c'est un terrible échec critique. Et là, les effets seront variables selon mon humeur, mais dans tous les cas, ce sera 2 effets négatifs. Et maintenant, explique-nous les esquives, Hugo. Parfaitement. Alors, les esquives, c'est quelque chose qui peut paraître être un sujet assez épineux puisque c'est assez compliqué de comprendre. Mais en vérité, il n'y a que 2 choses à retenir, c'est que pour réussir une esquive, déjà il faut être en défensif, parce que sinon si vous n'êtes pas en défensif, vous ne pouvez pas esquiver, vous le verrez plus tard.
Mais pour réussir une esquive, ce qu'il faut, c'est déjà faire moins que le jet de votre ennemi. Si votre ennemi fait par exemple 89 et qu'il réussit son jet de dés, c'est improbable parce que bon, 89 c'est quand même pas un très bon jet de dés, mais mettons, ben, il faudra que vous fassiez 89 ou moins pour réussir. C'est-à-dire que ce sera la barre à battre. Sauf que, évidemment, vous pouvez faire mieux que votre adversaire, mais si vous n'êtes pas aussi doué que lui, ça ne marche pas. Alors il faut également faire moins que votre propre statistique de dextérité. Donc, si votre ennemi fait 89 et que vous avez que 60% en dextérité, eh ben, il faudra pas faire moins que 89, il faudra faire moins que 60. Et inversement, si votre ennemi fait quand même un bon lancer de dés qui fait un 32, et que vous avez 60% en dextérité, vous n'aurez pas à faire moins de 60, mais vous aurez à faire moins de 32. En gros, vous prenez le jet le plus difficile à battre. Ça vous arrange, c'est génial. Maintenant, nous allons passer aux compétences. Nathan, explique-nous ce que c'est. Tout à fait. Alors les compétences, c'est une partie que j'ai toujours un peu de mal avec ça, parce que moi je suis vraiment habitué à jouer avec du Donjon et Dragon ou du Warhammer. Parce que là, les compétences, elles sont soit magiques, soit physiques, ça change, mais on choisit les compétences. En fait, on décide qu'est-ce qu'on a comme pouvoir, et ça j'ai un peu du mal parce que il faut choisir ce qu'on a. Si vraiment on trouve un truc dont on est très fier, après il faut passer validation auprès du MJ. Le MJ peut dire non, c'est de la merde, il n'accepte pas. Après bon, c'est un style qui marche plutôt pas mal, j'ai l'impression. Il faut également choisir une compétence super, donc l'attaque spéciale, qui s'utilise grâce au point d'héroïsme, et qui sera une compétence extrêmement puissante qui peut renverser le cours d'un combat. Après, les compétences, elles se feront avec de la magie. Ça peut se faire avec de la magie, donc ça dépense des points de magie, et ça se joue sur le mental, ou la dextérité, si par exemple c'est de l'archerie, ou le physique, si c'est du combat au corps à corps bien violent. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Passons au bonus maintenant. Parfaitement, alors les bonus, Parfaitement. Oui. Alors, les bonus, c'est tout simplement les domaines dans lesquels vous êtes un peu spécialisé et donc vous avez un peu plus de chances de réussite. On a parlé tout à l'heure des catégories, force, dextérité, sociale, mentale, mais sont des catégories relativement vastes. Et votre personnage pourra avoir des spécialités comme la perception, comme la cuisine, la discrétion, le pistage, et j'en passe, tout un tas de bonus que vous pourrez choisir et qui seront circonstanciels. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez un bonus de perception, et ben, quand vous devrez faire une perception sur quelque chose, vous n'aurez pas juste votre compétence de mental, vous aurez votre compétence de mental plus le bonus que vous avez. Donc si vous avez 60% en mental et que vous avez 15% en perception, et que vous essayez de faire une perception, justement, vous n'aurez pas à faire 60% ou moins, mais du coup 75% en moins, ou moins. Donc 60% plus 15%, ça fait 75, donc il faut faire 75 ou moins. Rien de plus compliqué, et vous aurez à choisir donc 5 bonus, et pour ces 5 bonus, vous ne pourrez pas excéder 15%, ou alors vous ne pourrez pas mettre en dessous de 5%. En général, mettez-les de 5 en 5%, c'est un peu plus lisible à la fin. Si vous commencez à mettre 7%, c'est un peu chiant. Et du coup, sur ces 5 bonus, vous devrez répartir 55% sur tous ces bonus et vous choisissez un peu la distribution. Voilà, c'était tout. Je laisse Nathan faire les postures. Alors, parfait. Alors, les postures, il y en a 5 différentes, et si vous avez vu la série de jeux de rôle Aventure avec le joueur du grenier et sur le bazar du grenier, sont un peu le même principe. Nous avons les trois postures de base qui sont utilisées très souvent, posture défensive, qui permet d'avoir toujours l'opportunité d'esquiver une attaque, sauf en cas d'échec critique ou de cas particulier. La posture offensive qui donne les dégâts maximum, du dé de dégâts. Par exemple, la personne, pour faire son attaque, elle fait 1 d 6 plus 1, ce sera forcément un total de 6 dégâts pour 7. Enfin, la posture magique qui, quand
Le joueur lance un sort qui devrait normalement lui coûter 4 de magie, ne lui en coûtera que 2. Posture magique fait que 2 points de magie sont toujours gratuits. Si la personne lance un sort qui coûte 2, cela ne lui coûtera rien, ce qui peut être tout à fait utile. Voilà les postures un peu plus complexes. La posture de charge. Elle sert lorsque vous voulez attaquer. Enfin, pardon, excusez-moi. Elle sert lorsque vous voulez charger une attaque et vous prendre plus de temps pour réaliser une action. En gros, c'est un peu concentrer sa cosmo-énergie, disons-le, pour pouvoir lancer une attaque des plus puissantes, les dégâts augmentant au plus en plus et des pourcentages s'ajoutant au jet si on veut réussir une certaine action. Ce qui permet de rendre certaines actions ou attaques tout à fait dévastatrices ou plus ou moins utiles. Il y a encore quelques menus détails, mais ils ne sont pas nécessairement pas censés en parler maintenant. Il y a enfin la posture de Vélos, qui permet d'agir 2 fois lors d'un tour. Sauf que, mais il y a aussi certaines actions qui sont dites passives, comme par exemple boire une potion ou faire telle ou telle chose. Voilà, elle permet aussi d'avoir un bonus de déplacement de 15%, mais qui n'a rien à voir avec l'esquive, on le précise. Et je crois que c'est tout. Si oui, je me permets l'esquive d'intervenir, aussi. Oui, vas-y. ça n'a rien à voir avec l'esquive, principalement parce que, Oui, c'est en ça, fait, ça a rien à il n'y voir a avec pas la possibilité d'esquiver en posture véloce. Cependant, si l'esquive. vous C'est avez un ça qui avantage, empêche au moins de nous toucher. mais si vous avez un avantage et que par magie, votre MJ vous permet d'esquiver, rapidité, ça peut entrer en ligne de mire pour esquiver quand même. Du coup, je me suis un peu mal expliqué sur cette portion-là des règles, mais si vous avez l'occasion d'esquiver, évidemment, ça peut vous aider. Cependant, normalement, vous n'avez pas la capacité d'esquiver. Mais je crois que c'est tout. Là, tu peux maintenant nous parler des états. Oui, désolé de t'avoir coupé. Alors, les états, il y en a 3. Il y a saignement, confusion et perturbation psychique. Alors, saignement, ça parle de lui-même. Vous avez infligé une blessure à l'ennemi qui va le faire saigner. Et du coup, vu qu'il saigne, il perd des points de vie chaque tour. Il y a 3 grades pour chaque état. À savoir que les états sont de durée variable. Tout dépend de la compétence qu'il a fait apparaître. J'imagine qu'un coup d'épée, ça peut faire un saignement pendant longtemps, hein, ça me paraît logique. D'autres choses pourront faire des saignements un peu plus courts. Et du coup, il y a 3 grades. Le grade 1 pour le saignement qui va donner moins 5% de malus en force et en dextérité, ainsi que 1 PV qui est perdu par tour. Le grade 2 qui va faire perdre moins 10% dans les statistiques de force et de dextérité, ainsi que plus 5% à l'échec critique, ça peut faire très mal, et la perte de 2 PV par tour. À savoir que les PV sont perdus au début du tour de la personne qui a saignement. Et le grade 3 qui est le plus grave, c'est une impossibilité totale de faire des jets sur la statistique de force ou de dextérité, ainsi qu'un saignement de 3 PV par tour. Du coup, autant vous dire qu'il faut vous dépêcher de vous soigner. Ensuite, la confusion, c'est tout simplement lorsque votre personnage est étourdi ou déconcentré. Si votre personnage s'est pris un coup, qu'il a vu une aberration devant lui, qu'il n'en croit pas ses yeux, qu'il perd un peu son sang-froid, eh bien, vous serez en confusion. À savoir que la confusion peut être donnée par le maître du jeu suite à un jet de sang-froid qui ne dépend aucunement de vos statistiques vis-à-vis des différentes classes de joueurs, vis-à-vis de vos catégories. Ce sera un jet totalement décidé par le MJ. Cela dit, votre personnage peut néanmoins avoir le bonus sang-froid. Donc, quand le MJ vous dira quel pourcentage vous devrez faire pour réussir votre dé, eh ben, vous aurez quand même ce bonus qui sera actif par rapport à ce que votre MJ vous demandera. Et donc, pour la confusion, vous n'aurez pas de perte de points de vie cette fois-ci, mais les malus seront un peu plus contraignants. En effet, dès le grade 1, vous aurez plus 5% à l'échec critique, et vous aurez directement moins 10% dans toutes les statistiques. Pas seulement dextérité et force, toutes les statistiques. Ce qui est grandement handicapant. Le grade 2,
lui va donner plus 10% à l'échec critique et moins 20% dans toutes les statistiques, et le grade 3 qui est le plus grave, qui va faire une perte de tour totale pendant toute la durée de la confusion de grade 3. Ensuite, pour terminer, il y a la perturbation psychique. Donc c'est un petit peu le parallèle de saignement, mais pour la magie. Et pour compte, la perturbation psychique va donner des malus dans les statistiques de mental et social. Alors le grade 1, il va tout simplement donner moins 5% dans les statistiques de mental et social et plus 5% à l'échec critique dans ces mêmes statistiques. Le grade 2 va donner moins 15% dans les statistiques de mental et social et plus 10% à l'échec critique. Et le grade 3, comme dans tous les autres, il y a une impossibilité d'effectuer les lancers de dés, et cette fois-ci pour les statistiques de mental et social, évidemment, vu que c'est perturbation psychique. Et je laisse Nathan vous expliquer certaines actions spéciales en combat. Alors, le coup de grâce. Alors, une fois que le coup que vous avez asséné, donc un coup qui fait passer les points de vie de votre ennemi en dessous d'un quart de ses points de vie, c'est un peu compliqué. Par exemple, si un ennemi a 20 points de vie et qu'il passe en dessous de 5 points de vie, vous pouvez faire une action gratuite si vous la réussissez pour l'achever, ou alors le mettre hors d'état de nuire, si jamais on veut jouer en non létal. Comme autre action spéciale en combat, il y a le duel. Une fois avoir réussi une attaque sur un ennemi, vous pouvez décider de le provoquer en duel, qui sont de deux types. Les duels de provocation, qui permettent d'attirer l'ennemi sur nous, ou les duels offensifs, qui rendent l'adversaire confus pendant le prochain tour. Le duel doit être annoncé après une attaque ayant réussi et a lieu en tant que dernière action du tour. L'ennemi et le joueur lancent un D10, la personne ayant eu le résultat le plus haut gagne le duel. Si les deux personnages ont un résultat égal, le duel est annulé. Un seul duel par personnage, tous les 2 tours, est possible. Donc on ne peut pas faire 4 duels en même temps, sinon ça deviendra vite inintéressant. Le personnage déclarant le duel, ennemi ou joueur, s'il gagne, donne l'état de confusion à sa cible et obtient plus 5% à la réussite critique et 1 point d'héroïsme. Le plus 5% à la réussite critique, ça veut juste dire que pour faire une réussite critique, il aura juste besoin de faire un 10 par exemple. Il permettra de réussir. Mais s'il perd, c'est lui qui gagne la confusion, mais la cible n'aura pas le bonus de 5% à la réussite critique. Seul le créateur du duel peut prétendre à ces 5% de réussite. Et en parlant des points d'héroïsme, pardon, les points d'héroïsme sont une mécanique spéciale qui permet d'utiliser la compétence spéciale, le super. Les points d'héroïsme sont définis par le MJ, donc par moi, avant que le jeu de rôle ne commence. Mais il y a différents moyens d'acquérir les points d'héroïsme, donc de gagner un duel, ou lorsque le joueur fait une réussite critique, il peut obtenir 3 points d'héroïsme par exemple, et un effet supplémentaire comme dit précédemment. Parlons maintenant des avantages et désavantages. Hugo, c'est à toi. Alors, les avantages et désavantages, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, on peut les gagner suite à une réussite critique, on peut les choisir, et le désavantage, on peut le gagner malheureusement suite à un échec critique. Après, les avantages et les désavantages peuvent être donnés par le MJ selon son humeur. Si vous faites une belle découverte sur le scénario, il est toujours de bon ton de donner un petit avantage, c'est la petite friandise. Alors, l'avantage est très intéressant puisqu'il vous permet de reroll un dé. Alors, reroll, ça veut juste dire relancer. Parce que roll, ça veut dire lancer en anglais. Mais bon, je m'égare. Alors, pour reroll un dé, c'est simple, vous lancez 2 fois votre dé de 100. Et, vu que c'est un avantage, sur les 2 lancers de votre dé de 100, vous choisissez le résultat qui vous arrange le mieux. Donc en général, vous choisissez le résultat qui vous fait réussir et donc le résultat le plus petit. Si ça se trouve, vous aurez du bol et vous aurez une réussite critique. A savoir que vu que vous utilisez l'avantage vraiment avant de lancer le dé, si vous faites une réussite critique avec votre jet de dé avec avantage, vous pouvez reprendre un avantage, puisque, petite précision, les avantages et les désavantages ne sont pas cumulatifs.
vous pouvez en avoir qu'un seul, simultanément bien sûr. Par contre, vous pouvez avoir un avantage et un désavantage. Vous n'avez juste pas le droit d'avoir 2 désavantages ou 2 avantages. Sinon, ce serait un peu craqué et un peu punitif dans l'autre cas. Le désavantage, c'est pareil, mais en négatif. C'est-à-dire que c'est le maître du jeu qui va décider quand est-ce que ce désavantage va agir, et le joueur lancera 2 dés de sang, et c'est le MJ qui choisira le jet qui l'arrange le mieux. Donc en général, le jet qui vous fait foirer votre action, le jet qui a le montant le plus élevé. Et maintenant, quelques informations diverses présentées par Nathan. Parfait, parfait. Très bien. Ensuite, voici une mécanique que j'ai un peu inventée sur le tas, qui sont les gemmes élémentaires. Normalement, dans les légendes de Velt, quand quelqu'un veut faire des sorts, il doit les apprendre. Il doit faire un minimum de travail, rassembler des connaissances et s'exercer. Mais de plus, il doit aussi s'équiper d'une gemme élémentaire. Ce sont des petites gemmes de différentes couleurs et de différents éléments et aussi de différentes magies qui sont trouvables un peu partout dans le monde, mais qui sont surtout fabriquées par des mages expérimentés ou des alchimistes, tout aussi expérimentés. Il en existe de différentes sortes et de différentes puissances qui vont de mineurs, majeurs, et ainsi de suite. Et en fait, ces gemmes doivent être incrustées dans un bâton de magie pour qu'en gros, que ce bâton soit un peu le réceptacle du mage pour qu'il puisse lancer ses sorts. Sans ce genre de bâton, un mage pourrait peut-être lancer 1 ou 2 sorts, mais il aurait tout de même besoin de la gemme. Et pour une meilleure utilité, c'est mieux de la mettre dans un bâton. Et je crois que j'ai tout dit à ce sujet. Enfin, je sais pas, Hugo, quelque chose à rajouter? Tout à fait. En effet, pour être mort, il ne faut pas tout simplement tomber à 0 PV, ce serait un peu facile de mourir, on est dans un jeu de rôle, il faut que ce soit assez permissif. Alors, vous ne mourrez que à votre nombre de PV, mais au négatif. Donc si vous avez 12 points de vie, vous en avez pas beaucoup d'ailleurs, si vous en avez 12, et ben vous mourrez à moins 12. Alors bon, bah, ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention à tomber à 0 PV, puisque quand vous tomberez à 0 PV, vous tomberez KO, vous évanouirez. Et d'ailleurs, vous aurez besoin quand même de soins d'urgence, parce que sinon, vous risquez quand même de mourir. Mais disons que vous n'êtes pas mort dans l'absolu tout de suite. Si vous recevez des soins, vous pourrez très bien vous en remettre. Ensuite, évidemment, la vie régénère spontanément et la magie aussi, normalement. Après, au bon vouloir du MJ, de vous dire combien est-ce que vous regagnerez chaque jour, ou alors après une période définie. L'économie du monde, c'est assez simple. Vous avez la monnaie de base, c'est-à-dire par exemple les centimes en euros, et bien ici ce sera les pièces d'argent. Et donc 10 pièces d'argent, c'est l'équivalent d'une pièce d'or. Une pièce d'or, c'est la monnaie intermédiaire, puisque 10 pièces d'or, ça va donner une pierre précieuse. Alors la pierre précieuse, ça vaut en effet très très cher. Et je pense que je peux redonner la main à Nathan sur cela. Voilà. Il manque encore quelques petites informations spécifiques, comme par exemple l'utilisation de certains objets comme les potions, qui ont un certain effet, les effets variés, selon le fabricant de la potion et selon si vous a arnaqué ou pas et selon votre alchimiste. Utiliser une potion ne consomme pas un point d'action, mais en utiliser 2, on consommera. En fait, si vous êtes en combat, vous pouvez boire une potion et ensuite attaquer l'ennemi. Les parchemins, c'est un peu la même chose. S'ils sont à usage unique, sont consommés dès qu'ils sont utilisés pour lancer un sortilège, ils peuvent prendre toute forme, prendre plusieurs formes. Les montées de niveau, voilà. En fait, au lieu de faire une jauge d'expérience pour chaque monstre tué ou chaque action accomplie, les joueurs gagneront un niveau un peu, disons-le, à bon vouloir, après avoir passé un certain passage, tué un certain ennemi, fini un certain acte de l'histoire, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'ils monteront de niveau, ils pourront augmenter de 3%, si je ne m'abuse, leurs statistiques. Ils auront 3% à répartir. Tous les 2 à 3 montées de niveau, ils débloqueront une nouvelle compétence.
Et ils pourront aussi rajouter quelques points de vie ou de magie qu'ils devront répartir dans ces deux catégories. Ou de concentration. Ou de concentration, merci. Et je crois que nous en avons fini avec tout ça. Hugo, quelque chose à rajouter? Alors lui, je dirais qu'il manque une dernière chose. Certains sortilèges ou alors certaines potions peuvent vous paraître manquantes et les joueurs pourront tout simplement proposer un effet de potion, proposer de créer un sortilège et il ne conviendra qu'au MJ, il ne tiendra qu'au MJ de faire apparaître un petit alchimiste qui pourra faire cette potion sur mesure. Du coup, on n'est pas bloqué dans les mêmes mécaniques, on n'est pas restreint à ce qu'il pourra y avoir dans le marché. Si les joueurs ont une idée, ils peuvent la proposer et obtenir l'objet de leur rêve. C'est tellement... Exemple, un Davrosac Ouais. à taille humaine. Oui, tout à fait. Je pense que nous avons fini avec les règles. Je pense moi aussi. Oui, après pour l'ergonomie du jeu, évidemment, on essaiera de pas trop se couper, de pas trop couper le MJ, même si moyennement, moyennement respecté dans certaines sessions, et je m'en excuse. Mais voilà. Il y a des chances que certaines règles soient modifiées en plein milieu du jeu de rôle par raison d'équilibrage, au cas où si quelque chose est beaucoup trop pété ou que quelque chose doit être réglé car ça pose problème dans certaines situations. Ça peut être aussi le cas des compétences des joueurs qui peuvent être nerfs ou boostées. Par exemple, si une compétence coûte trop peu de points de magie ou de points de concentration pour ce qu'elle fait, ou si elle en coûte trop par rapport à son effet. Mais là, c'est le MJ qui le décide. Voilà, le règle numéro 1 du jeu de rôle, le MJ a toujours raison. Règle numéro 2, si le MJ a tort, se référer à la règle numéro 1. Un classique, tout le monde connaît. Indémodable. Même si en soi, le MJ peut commettre des erreurs. Hop, hop. Mais même dans ses erreurs, il a quand même raison. Je pense que du coup, nous avons fait le tour du sujet. Voilà, ces règles prendront immédiatement effet à la prochaine séance. On dirait que tu parles d'un article de loi. Non, non. Bref, je pense que nous avons fini. Dans ce cas, on vous souhaite une bonne journée. On Faites dit, attention au corona. on vous dit au revoir. Ne sortez pas de chez vous. Si, Bonne sortez. santé. Sortez un mini. Ne sortez pas alors dans les rues. Pas en ville en tout cas. Non, mais même dans les villages. Hein. Moi je sors. Moi je promène mon chien, j'ai le droit. À part si vous devez faire des courses, là c'est quand même Oui. vital. Bref, ça dure éventuellement, trop longtemps. Oui. Si vous avez besoin d'acheter du PQ. Allez, au revoir. Salut. Salut.